Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On va parler communication ce matin avec notre invité, le directeur général du Conseil national des télécommunications, l'ingénieur Joseph Jean-Baptiste. Un an après son installation, un an après son avènement à la tête de cette institution, l'organe régulateur des télécommunications en Haïti. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Monsieur Jean-Baptiste, bienvenue à Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Télémétropole. Merci de m'avoir invité. Monsieur Jean-Baptiste, un an après, il y a des changements qui sont opérés, il y a des nouveautés, des innovations. Absolument. D'ailleurs, ça a été un privilège que le gouvernement m'a accordé de me placer, de me faire confiance, d'investir sa confiance en moi pour me mettre à la tête du Conatel. Donc il y avait des besoins. L'un des besoins qui a été identifié, c'est le renforcement technique du Conatel. Parce que le Conatel, c'est une agence technique et administrative. Donc j'avais estimé qu'il y avait une faiblesse au niveau technique. Par exemple, beaucoup de nos calculs se faisaient manuellement. L'une des ressources que nous gérons pour l'État, c'est le spectre radioélectrique, qui est une ressource rare. Et pour le gérer avec efficacité, il faut minimiser les erreurs. Et pour cela, il fallait un système automatique, informatisé. Les calculs se faisaient manuellement, donc il y avait des marges d'erreur considérables. Donc, dès mon installation, le jour même de mon installation, j'avais fait la promesse que je doterais le Conatel de systèmes automatisés de gestion du spectre. Ça a été fait, nous avons contacté les instances UIT, nous avons acquis ce logiciel, nous avons pris la formation et le logiciel est maintenant en exploitation. Donc c'est un point capital pour le Conatel parce que nous gérons cette ressource de manière plus efficace. Évidemment aussi, on a dû... Oui, mais le grand public doit savoir... Qu'est-ce que le grand public doit savoir quand vous parlez de gestion du spectre électrique? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Ça veut dire qu'il faut que les opérateurs, quand ils font des demandes de spectre, il faut que le spectre soit disponible et en qualité. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la fréquence qu'on attribue, qu'on assigne à un opérateur soit sujette à des brouillages, parce que cela impacte la qualité de service. Ok, mais quels sont les secteurs concernés? Quels sont les opérateurs concernés? Est-ce que vous parlez des opérateurs de téléphonie? Est-ce que vous parlez des stations de radio ou de télévision? Quels sont les secteurs concernés? Tous les secteurs sont concernés, parce que que ce soit les opérateurs de téléphonie, ils utilisent le spectre. Et si quelqu'un vous appelle ici, sur votre téléphone, c'est une onde radio qui vous envoie le signal. Donc, ils utilisent le spectre. Les gens qui nous reçoivent chez eux, à travers le récepteur, ils reçoivent cette information à travers les ondes. Donc, vous voyez, les radioamateurs, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de secteurs utilisent le spectre. Et même l'aéronautique, parce que quand un pilote rentre dans l'espace aérien, il doit communiquer avec la tour de contrôle. Et cela se fait par radiocommunication. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'on peut parler d'onde ou de spectre? L'onde, c'est un signal particulier. Le spectre, c'est toute la gamme. Quand on parle du spectre radioélectrique, on voit toutes les fréquences de 0 Hz jusqu'à THz, des milliers de THz. OK. Donc, ce domaine-là est actuellement régulé, contrôlé, géré? Il était déjà régulé, mais les calculs se faisaient manuellement, donc les marges d'erreur étaient grandes. Par exemple, il y a eu des cas de double assignation, c'est-à-dire deux personnes dans un même espace géographique qui ont la même fréquence. Ça peut arriver quand on fait les calculs manuellement, mais quand c'est automatisé, on minimise ces risques d'erreur. Donc nous avons... résolu le problème. Donc, nous améliorons la gestion du spectre. Il fallait réduire les interférences. Parce qu'avant, n'oubliez pas, l'OFNAC nous envoyait des signaux d'alarme.
parce que très souvent, les pilotes qui voulaient entrer en communication avec la tour de contrôle recevaient des interférences préjudiciables sur leur liaison. Donc, on a travaillé avec la direction d'inspection pour détecter ces sources de brouillage et réagir, saisir les installations clandestines pour minimiser ce problème. Donc on a résolu, on a eu une certaine accalmie depuis mon installation avec les problèmes d'interférence sur les liaisons aéronautiques. Ouais, vous parlez d'installations clandestines. Est-ce que ce sont les seuls responsables du brouillage? Le spectre radioélectrique a une nature un peu particulière. En mathématiques, on parle d'espace vectoriel. Deux signaux peuvent se combiner et créer un troisième signal. C'est une nature particulière des ondes. Donc, dans le cas qui nous concerne, les sources perturbatrices étaient la radiodiffusion. Mais théoriquement, une installation, n'importe quelle installation peut causer le même problème. C'est-à-dire, même si la fréquence est utilisée pour la téléphonie, eh bien, il y a capacité pour que cette fréquence se combine à une autre ou bien à plusieurs autres pour créer des perturbations. Voilà pourquoi il faut faire le monitoring de tout le spectre radioélectrique pour savoir qui fait quoi, est-ce que les équipements fonctionnent dans les termes et conditions qu'on a. Vous avez réussi à le faire à l'échelle nationale? Bon, jusqu'à présent, on n'a pas reçu trop de plaintes au FNAC et on a resserré les liens, on a mis des couloirs, des canaux de communication avec au FNAC pour résoudre ces problèmes. Et heureusement, on n'a pas eu trop d'alerte. Ça veut dire que l'intervention qu'on a faite dans le Nord a porté fruit. Très bien. Ensuite, il y a eu aussi, on a fait des formations, c'est notre devoir. Il y a eu une coopération qu'on a développée avec les radioamateurs. Haïti est un pays à risque. Nous avons les risques sismiques, les risques cycloniques, les catastrophes naturelles. En cas de catastrophe naturelle, très souvent, les réseaux traditionnels subissent des dommages. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé le 12 janvier. Quelques minutes après la catastrophe dévastatrice, il était quasiment impossible de passer un appel. Oui. En cas de catastrophe naturelle, le réseau le plus résilient, c'est le radioamateur. Et depuis les années 2000, Conatel n'avait plus de radioamateurs. Donc nous avons développé un partenariat avec le Radio Club d'Haïti, c'est un club qui est assez ancien, 75 ans, pour former une nouvelle équipe de radioamateurs, donc pour qu'on relance ce service en cas de catastrophe naturelle, pour qu'on ait des personnes qui puissent déjà donner des alertes, qui puissent envoyer des messages. Un autre domaine sur lequel on a travaillé, c'est l'identification des utilisateurs de cartes SIM. C'est un problème de sécurité et c'est un défi aussi pour l'économie numérique. Dans l'économie numérique, de plus en plus, des transactions se font à travers les réseaux. Des activités, disons, peuvent se faire à travers les réseaux. Par exemple, traditionnellement, pour suivre un cours, il fallait se déplacer. Et les cours de maîtrise et de doctorat, il fallait se déplacer, aller dans un pays étranger pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour suivre un cours. Maintenant, grâce au réseau, on peut rester chez soi et puis suivre un cours. Donc ça, c'est l'économie numérique. Regardez, pour les transferts de l'année 70, donc il fallait attendre qu'un facteur vous envoie, dépose chez vous quelque chose. Maintenant, grâce au réseau de télécommunications, quand quelqu'un fait un transfert, il vous envoie un code. Et comme ça, donc, on multiplie les activités. Donc, dans l'économie numérique, on a besoin de l'identité de chaque utilisateur. C'est ou bien son password, si cette personne a un email, ou bien son numéro de téléphone. Donc, si on rentre dans l'économie numérique et qu'on n'arrive pas à identifier les utilisateurs, c'est un problème pour l'économie numérique. C'est-à-dire, supposons que votre compagnie, par exemple, Radio Métropole, décide de faire le paiement automatique. C'est-à-dire en envoyant de l'argent sur le compte de l'utilisateur. Mais il faut que vous sachiez tel numéro correspond à telle personne. Donc l'identité est importante. Indispensable. Yeah. Mais il se trouve que dans le temps, plusieurs personnes, des milliers de personnes, ont pu acquérir des téléphones et des cartes SIM et les utiliser sans un enregistrement formel. Donc c'est un problème sérieux. Donc on a travaillé avec les opérateurs. Le gouvernement aussi tenait à ce projet. Donc on a trouvé une solution. On a proposé une solution technique aux opérateurs, la mise en place d'une plateforme connectée à l'ONI qui permet à
un acheteur de carte SIM, quand il acquiert cette carte, il peut envoyer ces informations et ces informations vont questionner la base de données de l'ONI pour voir l'identité. Donc il faut identifier cette personne pour voir si la carte est valide. Ça, c'est pour les générations à venir. Non. Et nous avons déjà préparé l'appel d'offres et il reste le cahier de charge à finaliser pour lancer cet appel d'offres pour qu'on ait un opérateur, pas de téléphonie, mais un opérateur qui fera cette interconnexion, qui mettra en place cette plateforme pour permettre aux opérateurs d'identifier tous les Et les SIM qui sont déjà en circulation, elles sont... Alors, si on donne cette plateforme, si on offre cette solution aux opérateurs, ils sont beaucoup plus à même de limiter, de donner un ultimatum aux utilisateurs non identifiés pour les bloquer. Parce que facilement maintenant, beaucoup plus facilement, l'utilisateur pourra faire enregistrer, s'identifier sur les réseaux des opérateurs. Mais, alors, là où je vais en venir, c'est pour parler des cartes qui sont à la disposition des bandits. Un bandit, aujourd'hui, un chef de gang, dispose d'une cinquantaine, ou pour ne pas dire d'une cinquantaine de cartes SIM. Absolument, mais si on lui donne un délai, quelqu'un qui achète une carte SIM, l'opérateur lui donne un délai parce qu'il y a cette facilité technique pour s'identifier. Et si le délai expire et cette carte n'a pas été identifiée, l'opérateur peut facilement bloquer ce numéro. Mais pourquoi on n'attaque pas le problème en amont? À savoir c'est-à-dire dès l'acquisition de la carte. Justement. On exige qu'on s'identifie correctement avant, qu'on s'enregistre au moment même de l'acquisition de la carte SIM. Justement, cette plateforme va offrir cette possibilité d'enregistrer cet individu, cette personne, et, à travers cette plateforme. Donc, mais généralement, comment fonctionne le marché? Alors, il y a les distributeurs. Les distributeurs achètent des cartes en lot et les vendent. Oui. Donc, l'opérateur peut donner un certain délai à ce distributeur qui a vendu cette carte pour que cette personne, l'utilisateur, puisse s'identifier à travers son réseau. Donc, il peut limiter le temps qu'on lui donne, le temps d'utilisation de cette carte, un jour ou deux, si cette personne ne s'identifie pas, pour bloquer. Mais la facilité technique est là. L'utilisateur n'a pas besoin d'aller dans un kiosque ou bien chez l'opérateur pour se faire identifier à travers cette plateforme, prendre la photo de sa carte d'identité et l'envoyer sur la plateforme. La plateforme fait un request sur la base de données de l'ONI pour authentifier cette carte, et si elle est valide, donc l'opérateur a l'identité de cet utilisateur. Là, nous sommes déjà à plusieurs points, et dans le cadre du bilan, on me parle aussi d'une intervention sur la cybersécurité. La cybersécurité est un must, parce que quand vous rentrez dans l'économie numérique, c'est-à-dire quand vous mettez en place des services et des réseaux pour faciliter des activités traditionnelles à travers les réseaux, il y a une protection que l'on doit offrir. Je parlais des paiements par virement, par exemple, à travers les téléphones. Donc maintenant, si beaucoup d'activités se font à travers les réseaux, ça va attirer, n'est-ce pas, des gens mal intentionnés. Donc, pour sécuriser toute cette transaction, il y a des précautions que l'on doit prendre, il y a une infrastructure que l'on doit mettre en place. Des installations pour empêcher qu'il y ait des intrusions, qu'il y ait des activités malhonnêtes qui se font. Par exemple, le vol d'identité. Si quelqu'un vole votre password, donc, il peut faire des utilisations malveillantes de votre identité. Donc, il faut sécuriser ces informations. Si quelqu'un pirate le compte en banque d'une personne, si quelqu'un pirate le numéro de carte de crédit d'une personne, vous imaginez combien de dégâts il peut faire. Donc, quand on a toutes ces activités qui se développent à travers les réseaux, il y a nécessité qu'on développe en parallèle un système de protection de tous ces trafics qui se font à travers les réseaux. C'est la raison de la cybersécurité. On avait déjà commencé ce projet déjà depuis les années 2012. Le Conatel avait réalisé une première, deux matinées de sensibilisation. Ensuite,
HDAP, le projet HDAP de la Banque mondiale qui est venu renforcer ce projet. Maintenant, en 2020, il y a eu un décret qui est sorti, qui a transféré à l'IHSI certaines responsabilités en matière de cybersécurité. Donc, on a travaillé ensemble pour voir comment on doit s'organiser, qu'on doit s'arranger pour faire avancer ce secteur. Maintenant, je peux vous dire, nous avons une cellule qui a été créée au niveau du CONATEL, qui travaille de concert avec les IHSI, et très bientôt, on aura déjà une séance de sensibilisation pour les acteurs, et jusqu'à la mise en place de CERT. Le CERT, c'est un centre qui sera responsable de surveiller les attaques qui se font sur les réseaux. Nous avons été déjà victimes d'attaques cybernétiques. Mais nous n'avons pas de système de protection national. Donc, on travaille pour la mise en place de ce système de protection nationale avec les HSI et avec d'autres parties prenantes. Parce que toutes les institutions qui utilisent les réseaux sont concernées. Là, il y a réalisation et perspective aussi. Absolument. Par exemple, la transition numérique. C'est un projet aussi qui a... Où est-ce que l'on en est? J'ai relancé ce chantier. Maintenant, on est presque à une phase opérationnelle parce que les opérateurs ont déjà été contactés et il y a un cahier de charge qui va être mis en place. Alors, la transition se fera en 2 temps. Premièrement, il y a l'urgence, c'est de déplacer toutes les chaînes de télévision de la chaîne 52 à 68. Et pourquoi de 52? Parce qu'au niveau international, cette bande, c'est la bande des 700 MHz, a été réallouée à la téléphonie mobile. Donc toutes les chaînes de télévision allant de la chaîne 52 à 68, ces fréquences sont attribuées à la téléphonie mobile. Que faut-il faire avec ces stations existantes? Qu'est-ce qu'on a fait et plusieurs pays ont adopté ce même modèle, c'est de mettre déjà une plateforme numérique pour que cette télévision puisse migrer sur une plateforme numérique et libérer ces fréquences qui seront attribuées à la téléphonie mobile. C'est la première phase. Là, vous êtes en train de nous dire que bientôt, on ne pourra pas trouver Métropole sur la chaîne 52. Voilà. Il y aura un temps de simulcast, le temps d'avertir votre auditoire que cette émission qui se passe sur la chaîne 52 peut être captée en même temps sur une plateforme numérique, sur telle chaîne, par exemple. On le fera dans la bande VHF. Parce que de plus en plus, la tendance, c'est de prendre toute la bande UHF, donc de fréquence 450 jusqu'à 800 MHz sont alloués à la téléphonie mobile. On ne peut pas être plus clair pour le public. VHF, c'est le Very High Frequency. Very High Frequency. De la chaîne 2 à la chaîne 13, c'est la bande VHF. De la chaîne 14 à 68, c'est la bande UHF. Ultra High Frequency. Ultra High Frequency. Les ultra hautes fréquences. OK. Maintenant, il y a des accompagnements, des arrangements qui sont prévus. Parce que je présume que les responsables de télé ont investi beaucoup d'argent pour l'acquisition de ces équipements. Qu'est-ce qui va se passer après? On en a tout tenu compte. Voilà pourquoi ces plateformes... Enfin, ce sont les opérateurs qui vont faciliter cette migration. Et toutes les stations en règle qui fonctionnent de la chaîne 52 à 68 sont concernées. Alors, il y a 2 plateformes qui vont être mises en place par les opérateurs pour migrer ces stations. La deuxième vague sera toutes les autres stations, excepté cette bande 52 à 68. Donc, c'est en 2 phases. Premièrement, migrer les stations qui sont entre 52 et 68, et ensuite les autres. Donc, on est dans cette phase. Il y a beaucoup de rencontres qui se font entre les opérateurs et les broadcasters sur les conditions, les termes et conditions. On travaille maintenant sur le cahier de charge. Quelle doit être, au niveau technique, les performances de cette plateforme pour que la qualité de service soit assurée. Voilà, c'est là où on en est maintenant. On a une période de battement, vous avez dit? Oui, on prévoit en 3 et 6 mois, une période de simulcast. À partir d'aujourd'hui ou bien? À partir de la migration. Quand Télémétropole, toutes les autres télés vont migrer en numérique, il n'y aura pas une rupture de service. On va laisser une période de simulcast pour que l'auditoire puisse s'accoutumer, puisse savoir que cette émission qui était suivie traditionnellement sur la chaîne 52 est disponible aussi sur cette plateforme à travers un récepteur numérique. Et quand on sait que les chaînes de télévision
font leur travail à partir d'un émetteur, par exemple, de transmetteur, si vous préférez. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que qu'on est assez sous plateforme, non, ils vont émettre? Comment ça va lier? All right. Une belle question. La plateforme, qu'est-ce que la plateforme a fait? La plateforme libre a en capacité. Actuellement, sur le réseau là, il y a un seul studio, il y a un seul STL, il y a un seul émetteur boutillier. Pour une seule émission. La plateforme numérique là, elle a une capacité pour recevoir 6 stations en même temps. 6 stations. Par exemple, l'émission ça, elle a passé ici, l'autre opérateur il y a des émissions. Eh bien, cette plateforme aura la capacité technique d'agglomérer, de multiplexer, c'est le mot technique, de réunir, le multiplexeur c'est un brasseur, réunir, collecter en même temps 6 émissions et les diffuser à travers une seule antenne. Donc ça veut dire qu'il y a une réduction drastique des coûts. Antenne ça, qu'est-ce qu'a besoin, qu'est-ce qu'a acheté? Est-ce que c'est... Non, plateforme, tout cela intégré. Pour les gens qui ont bande 52 à 68, il y a besoin d'un projet fini, c'est-à-dire tout le réseau sera conçu. Donc maintenant, il y a un protocole d'accord entre ces opérateurs pour faire fonctionner. Parce qu'une fois que l'opérateur délivre clé en main cette plateforme, la gestion quotidienne, il pourra sous compte du monde qui a pu utiliser la plateforme. Mais quand nous connaissons que produire en Haïti, ça a un coût. Produire une émission, par exemple. Et il y a des gens qui disent que, par exemple, il m'a parlé chaque matin, ou vient là, et que ça va un coût. Mais oui, ça a un coût quand même. Absolument. Et au besoin des techniciens qui sont capables de faire lire, au besoin des ressources humaines, au besoin des matériels pour ça. Est-ce que vous croyez que nous parlons pour des productions simultanées en Haïti, je dis, non? Est-ce que vous pensez que nous parlons pour ça? Ce n'est pas vous-même qui va faire production simultanée. Moi, je suis toujours responsable de ce faire. Mais le deuxième broadcaster est toujours responsable de cela faire. Donc, il y aura une compression des coûts. Parce que quand il y a un responsable, non seulement studio pour là, STL là, et émetteur là, mais maintenant, c'est un conglomérat. C'est 6 stations qui mettent ensemble pour la même infrastructure. Donc, c'était une infrastructure sharing. Partagez avec nous, directeur Jean-Baptiste, réaction des broadcasters à profit de partager nouvelles ça avec eux. Qui ça audio? Bon, il y a des gens qui sont déjà excités, il y a des gens qui sont déjà dit, mais il y a lancé déjà. Il y a des opérateurs, au moins 2, qui ont déjà manifesté leur intention d'émettre. Moi, j'ai dit, bon, si nous allons, nous avons une longueur d'avance par rapport à la compétition. Il faut attendre le mouvement de global. Donc, il y a des gens qui sont excités. Il y a d'autres acteurs qui veulent entrer aussi sur le marché. Il y a pour les produits. Donc, il y a donc, alors, on parlait des acteurs de l'étranger. De l'étranger ou bien des jeunes. Parce que l'économie numérique, là, il va créer un pile de job. Pour des jeunes qui maîtrisaient la technologie. Oui, mais quand tu pas encore pour payer. Non, ça, c'est l'affaire des banques. Si on considère le marché. Non, ça, c'est l'affaire des banques. Nous connaissons c'est un marché. Un banque pas prêter. Bon, ça, c'est. Il y a des gagés, on met des têtes ensemble. Déjà candidat. Non, c'est sûr que. On ne peut pas faire économie numérique pour une plus pauvre. L'offre économique numérique, c'est parce qu'il y a de nouveaux emplois, de nouvelles opportunités qui vont le créer. Et qui ça opérateur demandé au même? Ou dit qu'il y a un pari en guise de réaction ou encore en guise de réponse à la question que je vous ai posée. Maintenant, qui ça audio, qui ça au mando pour lancer dans cette aventure, si je peux le dire ainsi? Bon, il y en a qui sont sceptiques. Parce que il n'y a pas comme modèle ça. Est-ce que les auditeurs ont toujours qu'à suivre, etc. Il y en a qui sont sceptiques. Mais il y en a qui sont super excités aussi. Nous, j'ai calmé. Autant que en migration faite de façon non, d'après eux-mêmes, monde qui est excité, c'est par le fait que ils ont maîtrisé le concept là, ils ont suffisamment compris. Oui, ils comprennent ça, les productions. C'est un business. Il y a des gens qui voient les opportunités et qui disent « ça m'excite, ça m'intéresse, je veux entrer dans ce business, je veux entrer dans ce nouveau modèle pour faire beaucoup plus d'argent, pour produire davantage ». Il y a des gens qui sont excités. Et même secteur religieux, nous avons une demande même de la part du secteur religieux qui non commercial. Non, bon, écoutez... Nous ne parlons pas de la télévision d'État. Il va y avoir même clientèle quand même avec... il va y avoir même clientèle avec le privé. Bon, on a dit que c'est
ça se commercial qui gagne le meilleur lot parce que vous faites des publicités. Les stations religieuses n'ont pas le droit de faire leur publicité. Il y a la télé nationale, par exemple, la télévision d'État. La télévision d'État a une longueur d'avance. Le secteur religieux, pas pour plaisanter, il fait comme dans l'autre genre. Bon, vous êtes journaliste, peut-être vous savez plus que moi. Non, c'est pas que je me connais plus parce que même quoi que en réalité que moi été connecté avec lui et que je comprenne tout. Donc, qu'est-ce que nous devons savoir sur la migration vers le numérique? C'est-à-dire que les chaînes de télévision bientôt doivent passer de l'analogique au numérique. Au numérique, voilà. Et on travaille sur ça, on dit que nous avons déjà avancé, plateforme nous acquis déjà. Non, c'est les modalités. Okay. Maintenant, quelles sont les modalités, directeur? Justement, vous avez près de 8 chaînes qui sont concernées, de 52 à 68. Donc, il y aura 2 plateformes. Donc, par le gain, 2 consortiums. Donc, il faut que ces consortiums soient formés, puis ils tourner en entité morale. Parce que l'État pas bail en licence en nébuleuse. Il faut qu'il y ait une entité morale, un consortium qui est légalement constitué, qui a un monde qui représente lui, qui a un droit de signature pour l'État connaît, il baille cette fréquence. D'accord? Donc, pas le gain, un protocole qui va le définir entre ces acteurs, puis gérer cette plateforme. Donc, deuxième travail qu'on a avec les broadcasters et les opérateurs de téléphonie, c'est les termes techniques, les conditions techniques de fonctionnement, qui qualité nos besoins. D'accord? Pour que l'opérateur lui construit une plateforme qui réponde. On nous tourne sur l'association ça. Yeah. Et les opérateurs de télé et de téléphonie. Yes. Donc ça veut dire que fréquence 52A, non seulement la gain télévision sur lui, la gain chaîne télé, il gain possibilité pour gain téléphonie sur lui tout. Non, c'est l'un ou l'autre. La plateforme a fait une fête. Pour ne pas perturber le marché, pour accompagner le public, on va laisser une période de battement, une période de simulcast. Après, ce sera l'extinction de la télévision analogique. Donc, en date butoir, en anglais switch off, c'est-à-dire télévision fermée, éteinte pour que téléphonien puisse utiliser la fréquence. Mais il ne va pas l'utiliser en même temps. Il va créer perturbation. Il n'y a pas l'un l'autre. Voilà pourquoi le temps de battement ne peut être. Ça veut dire que télé cap travail qu'on est là, si on pas aligné, il n'y a pas de problème, il ne va pas monter sur l'autre. Pas d'interférence. Non, si on pas, non, il est obligé parce que l'État ne peut pas attendre indéfiniment. À une date butoir, pour dire à partir de telle date, toutes les télévisions doivent migrer en numérique. Oui, mais là on parle de 2 plateformes. Il y a 2 plateformes. Deux plateformes. Yeah. De 58 à 60, de 52 à 68. Ouais. Il y a une plateforme qui concerne elle. De 52 à 68. Non, c'est 2 plateformes qu'on a besoin. Parce qu'une plateforme qui prend 6 télévisions. OK. 6 stations. OK. Maintenant, et le reste? VHF, par exemple. Le reste, c'est l'appel d'offres que nous allons faire. Lancer des appels d'offres. C'est-à-dire? C'est-à-dire, l'État va lancer un appel d'offres. On a besoin d'une plateforme et qui dit mieux. Les gens vont postuler, ils vont le bid, ils vont le faire offre. Et puis pour dire, moi-même, j'ai la capacité, ils vont le prouver à l'État que j'ai la capacité d'avoir un multiplexeur ayant cette qualité pour donner le service au public. Directeur, ou quoi dans matérialisation projet ça? Absolument, j'y crois. L'autre pays fait, pourquoi pas non? Bon, l'autre pays est organisé. Nous devons nous organiser pour le faire. Nous devons. Très bien. Directeur, qui est-ce qui va le payer pour construction de plateforme, non? All right, très bien. Pour les chaînes 52 à 68, vu que c'est déplacé, n'a pas déplacé, donc l'État a accepté qu'il y ait un montage côté que les opérateurs de téléphonie investissent dans cette plateforme. Puis ils créent un clé en main. Ils remettent le consortium. Une fois que la transmission a fait une fête, il y a de la responsabilité du consortium de faire fonctionner cette plateforme. Faire publicité, faire toute bagaille, puis ils gèrent. Donc, si vous pas payer pour le fonctionnement de tous les jours là? Absolument, parce qu'ils ont un business en main, puis ils gèrent. Ce n'est pas l'opérateur téléphonien qui va le faire encore. L'opérateur téléphonien, la baille plateforme. Parce que le besoin fait que ça pour le faire téléphonie. Mais une fois que vous remettez dans une cérémonie et qu'il y a transmission des responsabilités, le consortium aura la responsabilité de faire fonctionner. Même Jean, Direction Générale Télémétropole a fait le réseau à fonctionner, eh bien, le consortium, qui parle de personnalité morale, il va le faire
plateforme non fonctionnait. Bon, bien que ce n'est pas sujet à ça, non, mais un auditeur qui dit comme ça, qui c'est qui a fait pour station évangélique qui a couvert métropole chaque jour? Couvrir. Donc il y a des interférences, il y a des choix, il y a des décisions malheureuses qui ont été prises par d'autres administrations qui ne fait que termes, règlements qui doivent appliquer en matière de radiodiffusion, il n'est pas respecté. Par exemple, la bonne VHF, la bonne FM qui commençait de 88 à 108. Théoriquement, si nous prenons un site, par exemple Boutillier qui a une altitude de 1000 mètres par rapport à Bois-Bresse, donc qui vous assure une couverture radioélectrique de Montrouge jusqu'à Léogane. Théoriquement, Boutillier devait recevoir 50 stations FM mono, parce qu'une station FM mono occupe un espace de 200 kHz. Mais si on tient compte des stations stéréo, les stations stéréo, ils sont plus gourmandes en bande passante. Ils ont demandé 360. Donc, comment loger ces stations? Eh bien, il faut un écart réglementaire de 400 kHz entre deux stations. Autrement dit, si je suis une station 88.1, je ne peux pas 88.3. Parce que par un recouvrement spectral sur 88.2, le prochain carrière doit être 88.5 pour laisser 400 kHz pour les stations de stéréo. Malheureusement, ces règles élémentaires d'ingénierie du spectre n'ont pas été respectées et on a malheureusement exploité des fréquences intermédiaires. Directeur, c'est des décisions de ces 10 ou 15 dernières années, oui. N'est-ce pas? Oui, c'est pourquoi je parle de l'administration précédente, malheureusement. Donc, ces conditions n'ont pas été respectées et on a assigné des fréquences trop proches, à 200 kHz. Donc, quand on vous assigne, par exemple, 88.3, je prends un exemple, il y a une possibilité pour lui 88.1 et 88.5, donc les stations adjacentes. Et quand nous connaissons que c'est un directeur qui fait carrière, parce que là, aujourd'hui, on a Conatel, c'est, je dirais, un carriériste dans le domaine ça. Mais, tant de moins, partagez avec nous comment tu vives expérience alors que fréquence à bail comme des petits pâtés. Il y a des rapports qui ont réagi. Il y a des rapports qui ont été faits. Il y a, si vous vous souvenez, à la BRH, il y avait un atelier. Et là, j'étais présent. J'étais l'un des intervenants. J'avais expliqué au public qu'on était en train d'ouvrir la boîte de Pandore en assignant des fréquences à 200 kHz. Et ce que j'avais dit, bon, c'est réalisé. L'homme était des stations à 200 kHz, il n'y a pas ni l'autre. Donc, décisions malheureuses qui ont été prises. Mais nous avons lancé les signaux d'alerte pour dire que c'était... Est-ce que Jodian nous a dit que c'est irréversible? Il n'est pas irréversible, mais ce sont des décisions fortes. De l'État? Absolument. Des décisions antipopulaires, non populaires? Antipopulaires, mais qui sont nécessaires pour rétablir l'ordre. Question radio, elle est tellement importante. Semble que pour nous camper sous les, en fait, radio et télévision, pour nous camper sous les, et puis envisager l'autre problème téléphone et opérateur téléphonique pour l'autre émission. Permettre que nous proposons directeur et puis nous tourner tout de suite après. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le directeur général, l'ingénieur Jose Jean-Baptiste, directeur général évidemment du Conseil national des télécommunications Conatel, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'ingénieur Jose Jean-Baptiste, directeur général du Conseil national des télécommunications, est l'invité de ce matin. C'est vrai, dernier point ça que nous sommes évoqués, là, il y a une catégorie de monde que le concerné, je vais parler de monde qui est dans ce secteur d'abord, c'est-à-dire que monde qui... que dans le langage pour les broadcasters, et qui sont des opérateurs peut-être de radiodiffusion ou bien de télévision, mais gagner le public aussi. Parce que la télévision n'a pas raison d'être là, si pas de monde qui a regardé. Radio n'a pas raison d'être là, si pas de monde
qui chita devant petit poste, capte des nouvelles, capte des musiques, prend information et autres. Dans quel niveau nous avons dit que le public noir, enfin, je dis public noir, le public qui suit les médias, parce que les gens, radio, télévision, pas dire rien, mais constate qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans radio, sans télévision. Qu'est-ce que ça doit être retenu à partir de l'annonce qui fait aujourd'hui là? Well, c'est pas jeudi annonce en fait. Bon, parce que non, c'est moi avec nous connaissons que n'a parlé de ça longtemps, mais le directeur dit non et par exemple, il aurait déjà réagi. Parce que de plus en plus, ou après, Mounio pas acheté télévision cathodique, télévision Godet. Mais c'est ça me dit. Maintenant, à quel niveau moun ça doit sentir que vous concerné? Est-ce que vous devez aujourd'hui choisir quel type de télévision que vous devez acheter en prix, bien que et moi observé que télévision aujourd'hui yo à la fois analogique et numérique. Mounio pas acheté télévision traditionnelle. Godet. Mais est-ce que vous vendez tout? Est-ce que vous produisez tout? De moins en moins, c'est parce que le marché a basculé vers le numérique. Et mais donc, Mounion a adapté. Et deuxièmement, alors, avertissement pour nous bailler le public là. L'on va acheter en télévision, même si flat screen, il ne peut pas dire que la prend norme que Haïti utilisait. L'État haïtien a adopté la norme ATSC. C'est la norme américaine. Il y a plusieurs normes. Il y a la norme brésilienne, il y a la norme chinoise, etc. Haïti a décidé de choisir la norme américaine ATSC. Pour qui ça? Pour les raisons de l'État. L'État a décidé. Le gouvernement a décidé que c'est oui, mais dans quel intérêt? Est-ce que c'est dans l'intérêt du public, dans l'intérêt du pays ou bien dans l'intérêt de l'État? Bon, pour toutes ces raisons. Parce qu'il y a l'économie, par exemple. Si nous sommes à proximité du marché américain. Et n'oubliez pas aussi que norme nous avons utilisé dans la télévision traditionnelle, c'était NTSC, qui est encore un standard américain. Donc, ça, nous avons regardé nous qu'on y a. Système, il y a regardé nous qu'on y a, c'est déjà un standard américain, NTSC. C'est version analogique là. Donc, il était naturel, c'est l'une des raisons, il était naturel que l'Europe migrait ou migrait encore dans l'évolution de ATS, NTSC qui vient ATSC. Mais nous avons l'attitude pour nous choisir, parce que nous avons des gens qui disent que, qui fait quoi que modèle européen bon tout, c'est pas même plus. Bon, chaque avantage et inconvénient. Par exemple, entre les normes américaines et européennes, généralement, côté la norme européenne fait un meilleur traitement de la voix, mais les normes américaines, il y a beaucoup plus de capacité de transmission de données. C'est une bataille ça qui dégaine, par exemple, entre GSM et WCDMA. WCDMA, CDMA. On simplifie le pour auditeur. C'est une bataille ça qui dégaine sous modèle ITEL de conservé et comme celle voilà tu observé parce que digicel et voilà observé qu'on est là norme GSM qui a fait un meilleur traitement de la voix, qualité sonore là meilleure que ITEL, mais au niveau de data la technologie CDMA il a une meilleure capacité de transmission de données que la norme européenne. Donc nous jouons ça dans l'américain. Absolument. Et généralement, nous conduisons une meilleure capacité de transmission de données que pour les normes. Donc, chaque avantage et inconvénient. Et puis, il y a aussi les conditions économiques. Vous êtes à proximité du marché américain, donc il était naturel que c'est ça. Maintenant, comment public là, peut le faire différence là? OK. Alors, ça nous a dit, là, on n'a pas acheté en télévision flat screen. Il faut nous assurer qu'au moins les prochaines 10, la télévision d'État. La télévision d'État qui était sous format analogique, c'était chaîne 8. De la qualité imaginaire, l'offre sous chaîne 10, où il y a une amélioration de la qualité. J'ai parlé au directeur de la TNH parce qu'on travaille ensemble sur ce projet. Il a fait venir des multiplexeurs qui offrent beaucoup plus de chaînes parce que sur la chaîne 10, vous pourrez décoder 6 émissions différentes. Donc, si vous avez télévision, il n'y a pas qu'à prendre chaîne 10, c'est flat screen, numérique, mais pas de norme ATSC. Non, mais faut décodeur ATSC. Alors, c'est que je m'ai posé au directeur. Est-ce que dans ce sens-là, ce n'est pas fournisseur qui t'a dû connaître qui ça Haïti besoin? Mon cap commandé télévision, par exemple. Est-ce que ce n'est pas ta job que les connaît? Oui, c'est leur job. Parce que l'État prend un décret
ils pourront arrêter. Il dit que Haïti a adhéré à la norme ATSC. Donc, il faut que tout le monde qui commande des télévisions, il assure que la télévision qu'il a acheté pour le public, il gagne un décodeur ATSC là-dedans. Sinon, là, pour flat screen, c'est vrai, mais on n'a pas qu'à prendre. Là, nous faisons migration, on n'a pas qu'à prendre Télémétropole. Parce que Télémétropole parle émettre sur la chaîne en format ATSC. Donc, c'est très important. Et tout le monde qui a fait screen, il a déjà fait test. Regardez sur la chaîne 10, parce que chaîne 10 a pu mettre déjà en format ATSC. OK. Yeah. OK. Mais moi, ouais, ces jours-ci, il y a des efforts, par exemple, mon yo capable même besoin de faire, par exemple, mettre antenne pour capter une chaîne de télévision, parce que il y a des structures qui sont sur place qui vendent service métropole là, par exemple. Les plateformes en ligne. C'est ça. Yeah. Maintenant, quel sera donc l'avenir de ces plateformes? Non, mais les broadcasters sont intelligents. Donc, non seulement ils mettent sous format traditionnel, à travers un récepteur télévisuel, mais aussi ils sont en ligne aussi. Donc, les broadcasters, ils n'ont pas joué, ils ont dormi. Tout broadcaster qui respecte d'être ils émettent aussi sous réseau. Et l'inverse, ce n'est pas vrai. Mais qui sur réseau, ça ne veut dire que quelqu'un a une fréquence. Donc, vous avez une longueur d'avance, vous avez un avantage comparatif sur les médias en ligne. Il n'y a pas qu'à venir dans ce secteur-là, ou déjà dans le secteur, ou dans tous les deux, sous deux plateformes. Une plateforme traditionnelle et une plateforme numérique. Donc, il n'y a pas la supposé déranger l'ordre, vous voulez dire non? Non. En fait, vous avez d'autres avantages. L'autre avantage que la plateforme traditionnelle, c'est la déontologie. Parce que on station de contenu métropole, il n'y a pas de nouvelles, si on ne pas passer dans un film. Non, beaucoup arrivé là, non? Beaucoup arrivé là. Par exemple, nous connaissons que Canal Plus qui prend un service métropole, il revend, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que les transformations ça a fait, est-ce que là toujours même gens? Est-ce que c'est pour une autre plateforme qui peut le gagner? Ou est-ce que c'est est-ce que la toujours accessible à structure ça qui sont marché déjà? Le plateforme numérique l'a créé. C'est vous-même qui va décider qui est-ce qui va pouvoir vendre le service là. Parce que si vous avez un bon produit, ou bien l'autre produit, il ne va pas faire compétition en même. Donc, c'est les gestionnaires des plateformes qui vont gérer la partie commerciale de leur business. Donc, si vous voulez l'autre produit, bon, c'est qui garde. Sinon, c'est eux-mêmes seulement qui gérer l'affaire, faire publicité. Donc, on va monter dans ça. On dit qui dit que l'IWE que Conatel privilégié et norme numérique américaine ATSC 1, alors que les États-Unis ont déjà évolué ou étant passé à la norme ATSC 3, et ceci depuis 3 ans. Yeah. Parce que le producteur des équipements. Oh, OK. Nous sommes des consommateurs. Ce n'est pas nous qui fabriquons. Et la technologie a fait sortir, brand new, ils ont prix, ils ont coût. Est-ce que nous avons les moyens économiques d'acheter les téléviseurs ayant la norme ATSC 3? Combien de téléviseurs en Haïti qui sont compatibles avec ATSC 3? Difficile à répondre, mais nous savons qu'il y a un équipement qui est entré, qui a une norme ATSC 1. Donc c'est pour faciliter la transition que nous commençons avec ATSC 3. Avec ATSC 1. On prend une petite pause qu'on est là sur la petite pause, maman pour nous caper non. On prend une petite pause sur question télévision yo, pour nous passer dans question téléphone yo. Yep. Et il reproché Conatel de passivité ou bien de silence par rapport aux opérateurs actuels dont la qualité de service laisse à désirer. Silence, passivité. Qui ça nous fait, qui ça Conatel fait pour dossier ça? Qu'est-ce que c'est que la qualité de service? Il faut me connaître sa qualité de service. Là. Qualité de service, ok, bon, ça me connaît, comprends moi-même. Je vais parler avec vous là et puis appelle la couper sur moi ou bien appelle la pas passer. Très bien. Ça n'est pas qualité de service. Alors, nous allons décortiquer le problème. Il y a les paramètres intrinsèques à un réseau et les paramètres extrinsèques. Les paramètres intrinsèques, c'est genre réseau a monté. Et il y a des paramètres mesurables que l'UIT définit. Par exemple, combien de temps il prend le fait composer un numéro pour me jouer une réponse, pour appeler ça un appel complété. Appel complété, c'est si je le là, dans le numéro là, appel passer à travers tout le réseau et le téléphone sonner ou décrocher. Il y a un nombre de secondes qui doit écouler. D'accord? Si je suis sur Internet,
font un request, m'a téléchargé un fichier de X mégabits. Paramètre dit maintenant combien de secondes nous devons joindre une réponse. Si nous voyons un message tout, paramètre défini dans combien de secondes le message a dérivé. Ce sont les paramètres intrinsèques. Oui, mais nous faisons mesure ça. Ingénieur Baptiste, oui. Est-ce que ça veut dire que le pas capable d'améliorer? Non, nous faisons mesure ça. Nous faisons, et pas seulement à Port-au-Prince, nous faisons au niveau national. Évidemment, avec les difficultés, nous ne pouvons pas avoir les techniciens à travers le pays, mais nous faisons au niveau métropolitain. Et nous publions, nous relais opérateurs, nous disons voilà, nous faisons photo, nous disons voilà la performance de votre réseau. Il y a un côté qui est vert, ça veut dire qu'il respecte les normes internationales. Il y a un côté qui est jaune, c'est-à-dire qu'il y a une certaine faiblesse. Et il y a un côté qui est rouge, où on doit prendre des actions. Nous le faisions. Ça, ce n'est pas mettre intrinsèque. Nous responsabiliser l'opérateur devant ce tableau. Et ça se fait de façon systématique? Systématique. On le faisait à travers tout le pays. Mais vous comprenez? Bon, beaucoup est là, nous connaissons. Mais il y a des paramètres extrinsèques, c'est-à-dire qui ne dépendent de l'opérateur, c'est l'environnement. Par exemple, l'opérateur, il y a un câble qui est enterré, et puis il y a un organisme qui a fait intervention sur la chaussée, il coupe le câble. Donc, ou même comme utilisateur. Ça c'est pour l'homme l'État, oui, directeur. Par contre, vous êtes d'accord avec nous? Nous travaillons sur ça aussi. Et, ou même qui, comme utilisateur, ça nous fait, nous avons créé un comité dans la mouvance résilience des réseaux que nous défendons au Wembley, dans Montana. Nous créons un comité de résilience, côté que le ministère des Travaux publics ligue un représentant. De telle sorte que quand il y a un problème sur le réseau, rapidement, les autorités sont concernées, sont alertées, puis on fait passer ce message-là pour que l'organisme qui a intervenu à prendre des dispositions. Donc, nous travaillons sur ça. Quand il y a d'autres problèmes extrinsèques, pardon. On prend par exemple les mouvements de foule. Leurs opérateurs font installation dans une zone, ils font ce qu'on appelle le dimensionnement du réseau. Ça veut dire, les calculer combien de monde qu'il a et qui ressources, qui quantité de radio, et pour les déployer pour que une certaine qualité de service qui est assurée. Supposons pour une raison X donnée, mon quitte la zone. Ça vient de passer. Eh bien, vous avez en surcapacité. Parce que c'est peut-être un dixième ou un vingtième de monde qui était, vous avez en surcapacité. Mais si vous avez déplacé à un seul côté, il y a gonflé en zone qui était déjà un dimensionnement. C'est 100 personnes qui vivent dans la zone, il y a dimensionné le réseau pour 100 personnes. Et la zone, ça vient 300 personnes, 400 personnes. Donc, ce sont conditions extrinsèques à réseau. Il y a un mouvement de foule qui vient faire dans la zone, ça vient grand pile monde. On par exemple carnaval. Dans le temps, où on n'a pas de penser à ça, lors dans le champ de masse dans un période carnaval, qui sortent qu'on ou des mobiles qui ont une antenne, on n'a pas de comprendre ça veut dire. Eh bien, ça veut dire, leur opérateur connaît pas le carnaval, pas le 20-30 000 personnes qui réunissent champ de masse, ils connaissent la capacité de installer là, pas suffit. Il est obligé de venir avec des picocellules, des petites cellules, pour multiplier cette capacité de trafic. Parce que ça s'est planifié. Mais si c'est un mouvement spontané, un mouvement panique, on quitte les zones ou bien violence, on quitte les zones, il y a dans telle autre zone, l'opérateur n'a pas de planifié. Donc, dans les zones que tu as allé, un trafic exponentiel, le trafic a augmenté très fort. Et pas assez de ressources, pas assez de radio pour drainer ce trafic. Et mais les gens qui sont dans ça, en 20 jours, ont un numéro. Problème. Donc, il y a des conditions, il y a des paramètres intrinsèques au réseau que Conatel a vérifié parce que ce sont des normes, des standards internationaux. Nous les connaissons, nous avons une équipe qui fait ce travail, mais il y a des conditions extrinsèques. Là, nous pas qu'à parler, nous plutôt accompagner. Bon, là c'est une situation globale pays. Hein. Là, c'est accompagner, nous va parler de ça. Mais paramètres intrinsèques, nous allons publier sur le journal, sur le site Conatel, nous allons faire ça. Il est vrai que il y a des gens qui ne peuvent pas dire rien. Ben, il y a d'autres monde qui tient en pile à ça. Là, on a parlé de portabilité des numéros. Ça qui passe, pour ça n'a pas jamais effectif. Très bonne question. Qu'est-ce que c'est que la portabilité? Il faut nous comprendre le concept. Qu'est-ce que c'est la portabilité? La portabilité, c'est une mesure que les régulateurs comprennent pour renforcer la compétition. Ce n'est pas une mesure quelconque, il faut pour renforcer la compétition. Il consiste en quoi? Si je suis abonné de l'opérateur 1, et je ne suis pas satisfait de qualité de service opérateur 1, je aller dans l'opérateur 2. Mais on monte un numéro de téléphone connu, ou pas voulez dans l'opérateur 2 pour avoir l'autre numéro que le monde ne connaît pas. Donc l'État vous donne, à travers la portabilité, la capacité de dire
à l'opérateur 1, numéro ça que je gagne sur le réseau là, je pas la veille dans l'opérateur 2 pour ne pas changer de numéro. C'est ça la portabilité. Donc, je fais c'est pour renforcer la compétition. Mais la portabilité ne crée pas la compétition. En termes économiques. Est-ce que le détruit? Non, en termes économiques. Quand vous avez un seul opérateur, vous avez un monopole. Et monopole, tout le monde connaît au point de vue économique qui problème il baille. Qualité de service pas bon, prix très élevé. Quand vous avez dans un marché 2 opérateurs, vous avez un duopole. Vous avez un certain choix. Mais qui tendance vous fait en Haïti par exemple, dans le duopole que nous avons, vous avez tendance à tous les 2 SIM. Vous êtes abonné sur opérateur 1, il est abonné sur opérateur 2. En fait, il fait en portabilité de fait. Parce que il y a tous les 2 SIM. Donc, vous pas gagner pour appliquer pour la portabilité des numéros, il faut déjà une situation de compétition complète. Et au point de vue économique, ça fait qu'il y a au moins 3 opérateurs sur le marché. Chaque APC gagne 30% par EOA, donc il n'y a pas de qui le perdu en client. Donc, l'OVIN, avec cette mesure additionnelle qui est la portabilité des numéros, ou forcer chaque opérateur pour le bail qualité de service, sinon, et abonné-là, sorti avec tout le numéro pour la joindre le compétiteur. Est-ce que c'est raison qui nous est capable de dire, est-ce que c'est cet obstacle-là qu'on a buté? Non, ce n'est pas buté, c'est le marché. Les conditions objectives ne sont pas encore réunies pour imposer cette parce que il fait déjà, majorité Mounio, il y a 2 SIM, ni SIM opérateur 1, ni SIM opérateur 2. Donc il y a déjà des il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire. L'autre 3e opérateur, mais au 4e opérateur, on n'a pas besoin de 4 SIM. Il a besoin d'un seul SIM. Le ça, le numéro pas important pour lui. Il y a de la place pour un 3e, un 4e opérateur? Absolument. Nous faisons la gestion du spectre. Oui, mais ça n'empêche aujourd'hui que nous attendons l'autre qui manifeste volonté ou intérêt. Il y a des signaux. Bon, et au niveau data, tel n'est pas le cas. Il y a plusieurs intervenants au niveau data. Il y a plusieurs opérateurs au niveau data. Au niveau téléphonie aussi. Regardez, quelle est la télédensité en Haïti? Le nombre de téléphones par habitant. C'est à peu près 60 téléphones par certains habitants. Donc ça veut dire qu'il y a une marge de 40%. Il y a 40 sous 100 haïtiens, il y a 40 qui vont gagner un téléphone. Donc au point de vue économique, il y a une marge pour héberger un 3e opérateur. Donc évidemment, ce n'est pas une décision que le Conatel seul peut prendre. Il peut faire des analyses, faire des recommandations aux autorités et pour que la décision soit prise au plus haut niveau. Et grand auditeur qui dit pas qu'il doit laisser me poser une question ça. Il dit que ils ont cuisiné toujours. Non, on va poser question. Et auditeur dit à supposer que Métropole vienne sous chaîne 32. Est-ce que nouvelle plateforme digitale ça a permettre une station passer plusieurs émissions en même temps? Exemple, Channel 32-1 c'est Métropole, Métropole Sport, 32.2 c'est Métropole News, 32.3 c'est Métropole Cuisine. Est-ce que tout utilisateur peut gagner un receiver pour ça? Ou est-ce que c'est justement une simple antenne qui a gagné pour ça? Non, si on a gagné un flat screen qui gagne ATSC décodeur à la donne, à travers antenne traditionnelle, il prend plateforme. Même si on prend chez 10 actuellement. Depuis qu'on il gagne un ATSC qui il gagne un receiver, un récepteur qui déjà gagne ATSC à la donne, à travers le même câble, même antenne que le gagne, il prend chaîne 10. Et puis il reste son format numérique qui a une meilleure qualité que la chaîne 8. Donc ce n'est pas un drame? Non, il n'y a pas de drame. Et rassurez-moi, non? Exactement, c'est ça non, même. C'est ça qu'on fait là, on va rassurer parce que ce sont des gens qui suivent à la lettre et apparemment ce sont des gens qui du sérail, qui comprennent le langage. Donc, nous ne pas faire migration sur UHF. Parce que de plus en plus, comme je vous ai dit, cette bande est réservée à la téléphonie. Donc, on a fait le sur VHF. Donc, entre chaîne 2 et chaîne 13. C'est là qu'on a fait plateforme. Parce que UHF est réservé pour la téléphonie mobile. Donc, si c'est chaîne. Ou dit UHF, est réservé pour la téléphonie. La zone 1, le monde est divisé en 3 zones. Il y a la zone 1, l'Europe et l'Afrique. La zone 2, c'est l'Asie. La zone 2, c'est les 3 Amériques. Et la zone 3, c'est Asie-Pacifique. Nous sommes dans la zone 2. Mais pour la zone 1, dans la dernière conférence mondiale qui s'est passée là, à Dubaï,
la zone 1, c'est-à-dire l'Europe et l'Afrique, ils ont déjà dit clairement, ils ont déjà pris une décision. Toute la bande UHF est réservée désormais pour la téléphonie. Donc, toute l'Europe qui dit aller dans cette direction, ça n'a pas étonné que dans la prochaine conférence mondiale, là, les Amériques basculaient aussi. Que toute bande UHF, là, de 450 jusqu'à 800 MHz, toute réservée pour la téléphonie. Ça peut arriver. Voilà pourquoi nous prenons devant, on a fait migration plutôt de la bande VHF. Parce que mais est-ce que Chen dit ça fonctionne aujourd'hui? Et il travail qu'a fait. Donc ça veut dire qu'il n'a pas fonctionné. Pas de garder avant de venir, même connaît le travail qu'a fait, puisque il y a. Bon, c'est le directeur général peut faire. Même connaît dans la communication. Hier encore avec lui, on travaille sur ça. Il y a de bonnes nouvelles qui sont à venir pour le public. Je me demande pour dire, est-ce que la compagnie de téléphone a le droit à monter l'argent option ou est-ce que c'est le travail numérique qui en marche? Non, d'après concession que vous gagnez, avant que vous changez les tarifs, si ça vous l'avez dit, avant que vous changez les tarifs, vous devez consulter qu'on appelle non-objection. Vous devez une non-objection du Conatel avant de changer les tarifs. Ah, bah, vous consultez souvent? Ah, absolument. Et vous d'accord? Bon, il y a des paramètres, c'est-à-dire si on n'a pas l'eau de gaz qui monte, et puis les coûts augmentent, bon. Et nous faisons vérifier, et puis nous permettre que ça fait. Sinon, c'est une violation. Et il y a des mesures. Monsieur Jean-Baptiste, nous continuons à percevoir $1,50 sous transfert, sous appel. Nous ne pouvons jamais percevoir $1,50. Ça, c'est le BRH qui le fait. C'est le BRH qui fait? Yeah. Nous-mêmes, c'est 5 centimes que nous percevons sur les appels internationaux rentrants qui sont terminés sur le réseau national, d'après la loi. Et comme ça, l'IA servi pour alimenter les fonds du Fonds national de l'éducation FNE. Combien les jeudis? Oh, les variés. D'une période à l'autre? Absolument. Parce qu'en décembre, tout le monde a pris les familles, le SAO gagne un opérateur qui a fait 3-4 millions de minutes pour le mois. Mais en base de zoo, il fluctuait selon époque. Mais généralement, il variait en 3 et 4 millions de minutes par mois, par opérateur. On dit que pour me retourner sur la question de vos olaries, si Métropole voulait mettre sur 4 programmes différents sur une plateforme qui doit appliquer pour 4 canaux numériques, je ne vais pas répondre à... Non, mais c'est ça, c'est ça même télévision numérique et plateforme ils permettent. C'est sur une seule chaîne, on prend 6 programmes différents. 6 programmes différents. Donc, il y a des nouvelles, il y a des sports, l'autre a des documentaires, l'autre a je ne sais pas moi. Et donc, c'est ça, beauté numérique, la flexibilité que l'offre. Et de façon simultanée? Simultanée. Mais vous dites ça que vous consultez l'opérateur déjà, vous d'accord? Oui, bon, il y a besoin de fréquence puis on fait 4G. Et, bon, le monde, nous, en 2030, le monde parle en 6G. Nous-mêmes, nous déjà en 4G, c'est-à-dire nous avons du travail à faire. Directeur, je voulais vous remercier pour la disponibilité à Métropole matin, côté que vous avez fait bilan sur fait et sur réalisé en 1 an. Mais avant de quitter aller, puisque nous avons parlé de cybersécurité, et dans la cybersécurité, nous avons cybercriminalité et tout. Mais un petit qui est très à la mode ces dernières années, ces derniers mois, c'est la question de l'intelligence artificielle. Et on travaille sur ça tout, bon, bien que lui-même c'est plus application. Application, il n'est pas en réseau vraiment, et nous travaillons sur les réseaux, mais nous regardons sur lui, parce que nous avons une section qui regarde l'évolution de la technologie, et s'il faut réglementer, on réglementera. Mais ouais, c'est un bail qui est en émergence. Nous connaissons l'université haïtienne qui est Et le désordre dans la communication aujourd'hui? Avec un téléphone portable, on est journaliste et on a une licence pour dire ce qu'on veut. Pour faire ce qu'on veut. Le Conatel n'envisage pas de réguler ce secteur, ou bien pas qu'on est, sans vouloir bâillonner, mais quand même, mettons-ils l'ordre dans la question?
Oui, et effectivement, nous avons ça off record, nous avons déjà gagné une cellule qui travaille sur ça, qui a des experts, des juristes de haut niveau et des ingénieurs pour regarder comment il faut réguler. Et il y a un premier rapport que il y a nécessité pour nous faire une cellule de plainte, de telle sorte que si on fait une attaque contre toute personnalité sur les réseaux, nous déjà qu'à documenter. Ça, c'est une réponse juridique. Oui, mais c'est moi qui a pas apparemment dans la nature. C'est n'importe qui. Oui. Et deuxièmement, puisque c'est un phénomène mondial lié, donc on a fait partage d'expérience. Parce que discussion ça a fait dans plusieurs instances. Par exemple, au niveau de l'UIT, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, nous participons à la bagaille CAO. Et troisièmement, il y a des réponses techniques que l'on peut donner aussi. On prend des influenceurs, par exemple, qui sont à l'étranger et qui a bombardé de fake news, de fausses nouvelles qui arrivent sur nous en Haïti. Vous pensez qu'il y a résoudre le problème, ça tout? Non, il y a à plusieurs niveaux. D'abord, il faut reconnaître, nous avons dit ça au début, qu'il n'y a pas de la crédibilité. Parce que leur montant de information sur les réseaux, là, chercher confirmation sur les réseaux traditionnels. Oui, mais sur les plateformes traditionnelles. Il y a un pile de dégâts, on est d'accord. Ça dépend de quelle population il y a. Donc, il y a un travail d'éducation qui doit être fait au niveau de la population. Puis, on connaît que ça qui passe sur les réseaux n'est pas nécessairement confirmé. C'est leur joindre une confirmation à son réseau traditionnel, il a fait confiance. D'accord? Donc, il y a un avantage que nous gagnons. C'est comme si vous invitez nous là, comme si à chercher bonnes nouvelles, à chercher nouvelles pour nous bailler nouvelles crédibles, et en même temps pour nous travailler pour influenceurs YouTube qui a bombardé n'importe quoi, parce que nous obligés à l'en vérifier pour YouTube. Non, ou même nous avons des règles déontologiques. Voilà pourquoi clientèle orale est attaché à eux-mêmes. Parce que si le métropole le dit, ils sont qui mettent une certaine crédibilité. Donc cette confiance, il faut la garder. La déontologie du métier, aux journalistes, leur vue dans l'information, nous passer le peigne fin pour voir s'ils vérifient. C'est ça qui fait votre crédibilité. Donc il ne faut pas le perdre. Et en plus, ou sous plateforme tout. Donc il faut faire la compétition, il faut aller sur le terrain pour présenter quelque chose, pour présenter une alternative. Et heureusement que les stations traditionnelles, il y a aussi sur les réseaux sociaux. On connaît par exemple YouTube, Facebook, qu'on bloqué compte sur des chefs de gang. Yep. À votre avis, ça suffit? Parce que vous n'avez qu'à ouvrir notre compte, non? On va bloquer encore. Voilà pourquoi nous mettons en cellule qui fait le travail sur réception des plaintes pour compiler, et c'est des juristes qui la donnent. Donc, on peut traiter et qui peut faire suivi. Son bac à printemps Non, la cellule est à travail actuellement. Il y a déjà un rapport préliminaire et c'est dans 1 mois, 2 mois, on a un rapport complet pour nous faire des recommandations aux instances concernées, aux plus hautes instances du pays. Ingénieur Jean-Baptiste, j'en me disais déjà, au dans Conatel, déjà, au point grade, au point promotion, je dis, c'est au même cap gérer boîte là, si je dis comme ça, même si il y a quelqu'un qui dit, on parle de boîte de institution de l'État, c'est un petit peu péjoratif. En tout cas, on dit qu'on va gérer Conatel et je dis, il y a d'excellentes informations qu'on a annoncées. Je dis, par contre, qu'est-ce qui fait l'unanimité, qu'est-ce qui n'a pas fait l'unanimité dans tout ce qu'on a annoncé. En tout cas, je vous remercie parce que vous êtes d'accord répondre à l'invitation Métropole pour ces bilans une année. Qu'on a tête Conatel. Merci encore une fois. Merci Wendell pour l'invitation. Et nous sommes des serviteurs de l'État. Nous sommes là pour servir. Nous avons servi au niveau de l'éducation, nous formons un peu l'ingénieur, nous avons servi au niveau du Conatel. Donc c'est un plaisir de le faire. Kemela, à bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ingénieur José Jean-Baptiste, directeur général du Conseil national des télécommunications Conatel, était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.